Ici le compteur ferme les yeux, laisse le monde s'éteindre doucement autour de toi, respire lentement. Ce soir je vais te raconter une autre guerre, pas celle du canon ni des tranchées, une guerre silencieuse, tapie entre les lignes d'un journal, entre les ombres d'une affiche, dans le souffle d'un discours, une guerre faite de mots, d'images, d'émotions, une guerre d'encre et de papier, une guerre pour les cœurs et les esprits. Dans la France du début du XXe siècle, alors que les obus déchirent le ciel au front, une autre bataille fait rage à l'arrière, celle de la propagande. Prends le temps. Je vais t'emmener là où peu de récits osent aller, loin des cris, mais tout près des silences. Voici l'histoire douce et inquiétante d'un autre front invisible. Quand le mois d'août 1914 s'ouvre sur l'Europe, le ciel est bleu, les moissons sont prêtes, et les gens rient encore sur les terrasses. Mais en quelques jours, tout bascule. Le tocsin résonne dans les campagnes, les affiches de mobilisation sont placardées dans chaque bourg, et les gares bruissent d'un étrange mélange de silence tendu et de chants exaltés. Les hommes partent, certains en blouse, d'autres en costume, serrant contre eux une lettre ou un dernier regard. La guerre vient de commencer, une guerre qui, à l'époque, n'a pas encore de nom, une guerre qu'on dit courte, brève, glorieuse, mais elle sera bien plus que cela. Et dès ces premiers jours, un autre front s'ouvre, invisible, insidieux mais tout aussi décisif, celui de la propagande. Ce mot, encore jeune, encore flou pour beaucoup, va s'ancrer dans la chair même de la guerre. Car pour qu'un pays tienne, pour qu'il accepte la souffrance, l'absence, les privations, il lui faut une histoire, un récit, une vérité façonnée, répétée, martelée, une vérité qui rassure, qui guide, qui galvanise. Et cette vérité, l'État va s'employer à la construire, à la contrôler, à la diffuser. Dès les premiers jours, les autorités comprennent que l'information est une arme qui peut sauver ou trahir, élever ou briser. Alors, on encadre, on surveille les journaux, on filtre les télégrammes, on censure les lettres. La presse, qui jusqu'alors s'exprimait librement, se retrouve soudain sous la coupe de l'armée. Un bureau de la presse est créé, puis une section photographique et cinématographique de l'armée. On choisit quelles images montrer, on coupe, on floute, on interdit, on décide ce que le public doit voir, et surtout ce qu'il ne doit jamais savoir. Les morts sont cachés, les défaites minimisées, les souffrances tues. Les premières semaines où les troupes françaises reculent face à l'avancée allemande sont réécrites. On parle de retraite stratégique, on évoque des victoires symboliques, et peu à peu, une image héroïque du soldat français s'installe. On l'appelle le poilu. Il est courageux, humble, solide. Il dort dans la boue, mais se relève. Il pleure, mais ne fléchit pas. Il est la figure idéale du sacrifice, l'icône nationale de l'endurance. Dans les journaux, dans les affiches, dans les discours, il est partout. Le poilu devient une légende vivante, un modèle. Et pendant que les hommes combattent, l'arrière s'organise aussi. Les femmes prennent la place des absents. Elles deviennent ouvrières, infirmières, mères et pères à la fois. On les appelle les munitionnettes, celles qui fabriquent les obus dans les usines. On les célèbre dans les journaux, on les encourage dans les chansons. Elles aussi deviennent des figures de propagande. L'unité nationale devient une exigence. Il ne faut pas diviser, il ne faut pas douter. Alors, toute parole est surveillée, toute publication est encadrée. L'expression devient risquée.
On parle de bourrage de crâne. Ce terme naît dans les tranchées parmi les soldats eux-mêmes. Ils l'emploient pour désigner les discours officiels, les récits trop beaux, trop éloignés de leur réalité. Car eux voient les tripes, le sang, la terre qui engloutit. Ils voient les camarades qui tombent, les ordres absurdes, les silences pesants. Et quand ils reçoivent les journaux de l'arrière, où l'on chante la bravoure et la victoire, un gouffre se creuse. Mais ils se taisent, par devoir, par fatigue, par résignation, et la machine continue, l'art s'en mêle. Les affiches patriotiques envahissent les murs. On y voit des soldats souriants, des familles unies, des ennemis caricaturés. Les couleurs sont vives, les slogans simples. On appelle aux dons, on sollicite les femmes, on glorifie les morts. L'émotion est partout, l'objectivité nulle part. Dans les écoles, les enfants apprennent la guerre à leur manière. On leur lit des lettres de soldats, on leur fait dessiner la victoire, on leur apprend des chants patriotiques. Ils écrivent au poilu, participent à des collectes, s'initient à la discipline. L'ennemi est décrit comme cruel, inhumain. Il est une menace, une bête. Même dans les jeux, les enfants rejouent à la guerre. La propagande pénètre le cœur de chaque foyer, à la radio naissante, dans les bulletins paroissiaux, sur les murs des églises. Les prêtres prêchent la patience, la soumission, la prière pour la patrie. On compare les souffrances du soldat à celles du Christ. La guerre devient une épreuve sacrée. Et au fil des mois, alors que les tranchées s'enlisent, que les pertes s'accumulent, le ton se fait plus urgent. Il faut tenir. Il faut continuer à croire. On invente des récits de bravoure. On masque les mutineries. On transforme les défaites en actes de résistance. Le récit devient plus fort que les faits. Mais parfois, une fissure apparaît, une lettre échappée de la censure, un murmure dans un café, un regard échangé dans un train, des doutes, des colères, des questions. Rien de public, mais présent, diffus. Le front invisible de la guerre des mots connaît ses tensions, ses drames, ses trahisons. Certains écrivains, soldats eux-mêmes, commencent à écrire autrement, moins glorieux, plus humains, plus vrais. Mais ils sont rares, isolés. La parole officielle reste reine, car il ne suffit pas de combattre l'ennemi avec des armes. Il faut aussi empêcher le doute de ronger de l'intérieur. La France, pour survivre, pour continuer, pour espérer, doit croire en elle, même si cela signifie parfois oublier ou travestir. La guerre des mots est peut-être la plus silencieuse, mais elle laisse des traces, des cicatrices dans les esprits, des récits figés dans la mémoire collective, des vérités reconstruites, intégrées, répétées. Et longtemps après l'armistice, quand les canons se seront tus, cette autre guerre, celle de la propagande, continuera d'exister, tapie dans les livres, les monuments, les cérémonies, car les mots, une fois lancés, ne meurent jamais tout à fait. Dans chaque guerre, il y a l'ennemi que l'on affronte et celui que l'on construit. L'un, on le voit à travers la mire d'un fusil. L'autre, on le façonne dans les images, dans les récits, dans l'ombre mouvante de la peur. En France, durant la Grande Guerre, l'ennemi allemand devient plus qu'un adversaire militaire. Il devient une figure, une forme, une idée. Il n'est plus seulement un soldat en uniforme vert de gris. Il est l'archétype du mal, de la brutalité, de l'inhumanité. Et cette figure, cette silhouette fantasmée, est sculptée jour après jour dans les textes, dans les discours, dans les illustrations. On ne veut pas seulement combattre l'ennemi, on veut que chaque citoyen le rejette, le craigne, le haïsse. Alors on le déshumanise, on le caricature, on l'amplifie,
Dans les journaux, il est décrit comme cruel, sauvage, sans pitié. On raconte des histoires, souvent invérifiables, de villages incendiés, de femmes violentées, d'enfants assassinés. Certaines de ces histoires sont vraies, beaucoup sont exagérées, d'autres sont entièrement fabriquées, mais elles servent un objectif précis: provoquer l'indignation, mobiliser l'émotion, entretenir la rage. Les images suivent le mouvement. Les dessins de presse montrent l'Allemand avec un casque à pointe, un regard bestial, un rictus carnassier. Il devient presque une créature, une menace permanente, une incarnation du mal. On l'appelle le Boche, un mot court, dur, sec, un mot qui claque et qui nie, un mot qui remplace le nom, le visage, l'histoire. Et dans ce glissement de langage, il y a plus qu'une insulte, il y a une intention, celle d'éloigner l'ennemi de toute forme d'humanité, car il est plus facile de haïr une bête qu'un homme. Dans les affiches, la France est représentée comme une femme menacée par un soldat allemand à l'allure démoniaque, l'innocence contre la barbarie, la lumière contre l'obscurité, le bien contre le mal. Ce schéma simple, dichotomique, est répété sans cesse. Il rassure, il clarifie, il évite les nuances. Et les nuances, en temps de guerre, deviennent suspectes. Car vouloir comprendre l'ennemi, c'est déjà trahir. Le patriotisme ne tolère pas l'ambiguïté. Il exige l'adhésion, pleine, totale, sans question. Alors on enseigne cette vision dès l'école. Les enfants apprennent que les Allemands sont des ennemis héréditaires. On leur lit des récits édifiants où des petits Français sauvent leur village, dénoncent des espions, bravent les Boches. On les incite à écrire des lettres aux soldats, à réciter des poèmes patriotiques. L'émotion devient apprentissage. La peur devient pédagogie. Et dans les cours de récréation, on rejoue la guerre. Les Français contre les Allemands, toujours, encore. Les jeux d'enfants sont imprégnés de la haine que les adultes ont semée. À l'arrière, les femmes sont également sollicitées. Elles reçoivent des recommandations, des consignes. Ne pas parler à voix haute dans les trains, ne pas douter de la guerre, ne pas pleurer les morts sans dire qu'ils sont tombés en héros. La parole féminine, longtemps invisible, devient stratégique. Elle doit relayer, rassurer, répéter. Les lettres qu'elles écrivent à leurs époux, à leurs frères, à leurs fils, sont souvent lues par la censure. Toute plainte est malvenue, tout découragement est étouffé. Il faut que même dans l'intime, la guerre reste juste. Et dans les églises, les prêtres appuient le récit. Ils comparent les souffrances des soldats à celles du Christ. Ils parlent de sacrifice, de rédemption, de mission. La foi et la patrie se confondent dans une même ferveur. Mais derrière cette unanimité de façade, les failles existent. Elles sont discrètes, presque invisibles. Elles se glissent dans une lettre non envoyée, dans un journal intime, dans un silence prolongé. Certains écrivains, certains penseurs commencent à s'interroger. Peut-on réduire un peuple entier à une caricature? Peut-on haïr sans comprendre? Peut-on faire taire toutes les voix discordantes au nom de la victoire? Ces questions ne sont pas posées à voix haute, pas encore, mais elles existent et elles dérangent. Pendant ce temps, certains soldats allemands, de leur côté, écrivent aussi à leur famille. Ils parlent du froid, de la peur, de la faim. Leurs mots ne sont pas si différents de ceux des poilus, mais ces mots ne traversent pas les lignes. Ils ne sont pas entendus. Ils sont lointains, étrangers, impensables. Car dans cette guerre des images et des symboles, l'ennemi ne peut pas être un homme. Il doit rester une menace, une abstraction, une fonction. Et pourtant, dans les tranchées, parfois, une trêve non dite permet à deux groupes ennemis de s'échanger quelques mots,
un regard, une cigarette, des moments rares, fragiles, presque irréels, mais qui disent tout. L'ennemi ce soir-là n'a pas de crocs, il n'a pas de cornes, il a simplement faim, froid, peur, et soudain, il devient un reflet, un miroir. Mais ce miroir, la propagande s'emploie à le briser dès le lendemain. Elle rappelle que l'ennemi tue, détruit, viole. Elle efface les gestes de paix. Elle réinstalle la peur, la haine, l'urgence. Car une guerre ne peut se mener sans récit, et ce récit ne peut survivre sans ennemi. L'ennemi est indispensable. Il justifie tout, il explique tout, il absout tout, même l'injustifiable, même l'oubli. Alors on continue de l'inventer, de le redessiner, de le répéter, encore et encore, jusqu'à ce que plus personne ne sache, au fond, qui il est vraiment, jusqu'à ce qu'il devienne éternel. Elles ne crient pas, mais elles résonnent. Elles ne bougent pas, mais elles vivent. Elles ne parlent pas, mais elles imposent. Les affiches de la Grande Guerre sont les messagères muettes d'un monde en feu. On les colle à l'aube, sur les murs humides des gares, des mairies, des usines. Elles surgissent dans les rues comme des éclats de couleurs sur un quotidien terni par les absences et les deuils. Elles apparaissent au détour d'une ruelle, entre deux volets clos, sous une pluie fine, et elles interpellent le passant. L'œil s'y accroche, le cœur s'y trouble, l'esprit s'y incline, car ces images ne sont pas de simples annonces, elles sont des armes d'encre et de papier, conçues pour guider les pensées, modeler les émotions, fixer les regards. À l'arrière comme au front, elles deviennent les visages publics d'un récit invisible. Elles complètent les discours, prolongent les silences, remplacent les mots que l'on n'ose plus dire. Elles sont le théâtre figé d'un combat sans fin. Dès les premières semaines du conflit, des dizaines d'artistes sont sollicités. Illustrateurs, peintres, graveurs, tous sont invités à contribuer à l'effort national par leur art. On leur demande de frapper fort mais juste, de faire simple mais marquant, de transmettre une idée, une émotion, un ordre sans ambiguïté. Car l'affiche n'a que quelques secondes pour capturer l'attention. Alors elle doit hurler sans bruit, elle doit séduire sans détour, elle doit convaincre sans débat. On y voit des poilus, fiers et dignes, le fusil à l'épaule, le regard tourné vers un horizon flou. On y voit Marianne, drapée de bleu, de blanc, de rouge, tenant une épée, une torche, une branche d'olivier. On y voit des mères en larmes, des enfants en haillons, des vieillards accablés, mais aussi des usines en pleine production, des femmes fortes, des ouvriers engagés. Le message est toujours clair. Donnez, produisez, tenez bon, ne doutez pas, agissez. L'émotion est l'arme principale. Il faut faire vibrer. Il faut faire pleurer, frémir, frapper. La logique vient après. L'art de la propagande visuelle repose sur cette inversion. On ne cherche pas à convaincre par des arguments, on cherche à emporter par le cœur. Les affiches les plus puissantes sont souvent les plus simples. Une silhouette noire sur fond rouge, une main tendue, un regard, un cri muet, et tout est dit. La typographie, les couleurs, les gestes, tout participe à l'effet. Ce n'est plus de l'art, c'est une stratégie sensorielle. On utilise la peur, l'espoir, la culpabilité. On flatte, on presse, on accuse. Certaines affiches visent directement les femmes. On leur montre des enfants en danger, des maris héroïques, des rôles à endosser. On leur parle de leurs devoirs. On leur rappelle leur pouvoir. Elles doivent tricoter, rationner,
encouragées. Elles deviennent actrices de l'effort national, même sans uniforme. L'affiche leur tend un miroir idéalisé, celui de la femme forte, digne, patriote, mais aussi celui de la femme silencieuse, car toute parole qui s'écarte du récit officiel devient suspecte. Il faut garder la ligne droite de la victoire. Les enfants ne sont pas oubliés. On crée pour eux des images colorées, des livres illustrés, des petits drapeaux. On leur offre des histoires édifiantes, des jeux patriotiques, des chansons qui racontent la bravoure et la pureté. L'enfant devient réceptacle de l'élan national, l'avenir de la mémoire, et l'affiche veille à ce qu'il grandisse dans ce cadre. Même dans les campagnes les plus reculées, les affiches arrivent, portées par les facteurs, collées par les instituteurs, commentées par les curés. Elles ne laissent aucun territoire vierge, car chaque mur est une page, chaque regard un champ à cultiver. La guerre devient une fresque visuelle, et pourtant, derrière ces images, quelque chose résiste, une fatigue, une lassitude, un doute. Les affiches se superposent les unes aux autres, les slogans se répètent, les couleurs s'estompent, et peu à peu, certains regards cessent de s'y attarder, non par hostilité, mais par usure, car à force de hurler la même chose, on finit par ne plus rien dire. Alors les affiches changent de ton, elles se font plus urgentes, plus sombres. Elles évoquent la dette, la mémoire, le jugement de l'histoire. Elles rappellent que la France regarde, que l'avenir juge, que le sacrifice appelle la reconnaissance. On appelle aux emprunts de guerre. On montre des enfants pauvres, des vieillards abandonnés, des ruines fumantes. Le message est toujours le même. Si vous n'agissez pas, vous trahissez. Les artistes qui créent ces affiches sont parfois célèbres, mais leur nom s'efface derrière l'image. Ce n'est pas leur signature qui compte, c'est l'effet produit. On leur demande de mettre leur talent au service d'une cause plus grande. Et ils obéissent, convaincus, contraints ou simplement engagés. Car l'art, en temps de guerre, n'est jamais neutre. Il devient fonction. Et quand l'armistice viendra, en novembre 1918, les murs encore couverts d'affiches raconteront une autre histoire, celle de l'effort, de la croyance, du conditionnement, et peut-être aussi du silence, car une fois la paix revenue, beaucoup oublieront ces images. Elles seront arrachées, recouvertes, rangées, mais certaines resteront dans les greniers, les bibliothèques, les mémoires, et elles témoigneront à leur manière de ce combat silencieux, de cette guerre parallèle, où le crayon valait parfois autant qu'une arme, une guerre où chaque affiche était un soldat. Dans les écoles de France, alors que les canons grondent à l'horizon et que les pères disparaissent un à un vers l'est, le silence des salles de classe prend une autre dimension. Ce silence chargé, dense, est celui de l'attention, mais c'est aussi celui du conditionnement, car à mesure que la guerre s'étire, les pupitres deviennent des avant-postes, les cahiers des armes et les mots des projectiles doux mais puissants. L'école, longtemps perçue comme un sanctuaire d'instruction, devient un relais essentiel du récit national. Les enfants n'y apprennent plus seulement à lire, écrire et compter. Ils apprennent à croire au sacrifice, à croire en la France, à croire que la guerre est juste, que l'ennemi est le mal, et que mourir pour la patrie est une forme d'honneur suprême. Dès le début du conflit, les programmes sont modifiés. On y introduit des textes patriotiques, des lettres de soldats, des récits héroïques. On lit aux enfants des histoires où de jeunes garçons deviennent des héros malgré eux, où des petites filles prient pour leurs frères au front, où des familles résistent, stoïques face à l'envahisseur.
Les manuels scolaires changent de ton. Les pages d'histoire insistent sur les victoires passées, sur la grandeur de la République, sur la menace que représente l'Empire allemand. Les exercices de grammaire utilisent des phrases telles que « le soldat est brave »,« l'ennemi est cruel »,« la patrie mérite notre sang ». Les dictées deviennent des armes discrètes, répétant des vérités toutes faites. Les images dans les livres montrent des poilus souriants, des enfants levés devant le drapeau, des scènes de solidarité nationale. Les murs des classes s'ornent d'affiches aux couleurs vives, d'emprunts de guerre, de portraits de soldats. Et surtout, on apprend à chanter. Chaque matin, les élèves entonnent la Marseillaise, puis d'autres chants patriotiques. Des refrains simples, faciles à mémoriser, conçus pour entrer dans l'esprit, comme une ritournelle rassurante. Ces chants résonnent dans les cours de récréation, dans les maisons, dans les rues. L'école devient un haut-parleur d'uniformité. Les instituteurs, eux, sont souvent des anciens combattants ou des hommes trop âgés pour être mobilisés. Ils ont vu la guerre ou en redoutent les conséquences. Leur rôle devient central. Ils transmettent le savoir, mais aussi la ferveur. Ils lisent des lettres venues du front, parfois sélectionnées par l'administration, des lettres poignantes, choisies pour inspirer courage et loyauté. Ils organisent des collectes pour les soldats, des envois de colis, des concours de dessin patriotique. Certains élèves n'ont plus de père, d'autres ont des frères au front. Mais la douleur individuelle est englobée dans un récit collectif. La perte devient sacrifice, le deuil devient patriotisme. On ne pleure pas, ou alors discrètement, car pleurer peut être mal vu, interprété comme un signe de faiblesse, ou pire, de désaccord. L'école enseigne aussi le silence des doutes, des questions, des sentiments trop humains. Parfois, un élève ose demander pourquoi la guerre continue. La réponse est toujours la même. C'est nécessaire pour l'avenir, pour la liberté, pour la France. Et ce mot, France, devient omniprésent. Il est écrit en lettres majuscules sur les tableaux, scandé dans les discours, répété dans les devoirs. On ne parle pas de politique, on parle d'unité. L'unité comme devoir, comme refuge, comme évidence. Dans les campagnes, les écoles isolées reçoivent les mêmes directives. Partout, le même ton, les mêmes mots, les mêmes images. Le ministère envoie des circulaires, des modèles de discours, des suggestions de lecture. L'homogénéité est la clef. La jeunesse doit être unie dans la langue, dans la pensée, dans la mémoire. Pourtant, malgré cette discipline imposée, des brèches apparaissent, parfois dans un regard, dans une hésitation. Un élève qui dessine autre chose que des drapeaux. Une institutrice qui lit un poème de Victor Hugo sur la paix, presque par accident. Des gestes minuscules, presque invisibles, mais qui trahissent une humanité persistante. Il faut les taire, les oublier, les cacher, car le temps n'est pas à l'ambiguïté. Il est au courage, au silence, à la marche droite. Les filles aussi participent. Elles cousent des mouchoirs, tricotent des écharpes pour les soldats, rédigent des lettres d'encouragement. On leur apprend qu'elles sont l'âme de la nation, les gardiennes du foyer, les futures mères de héros. L'école modèle les rôles, les attentes, les rêves, et plus les années passent, plus les enfants grandissent dans ce bain de récits guerriers. Certains rêvent de partir à leur tour. Ils jouent aux soldats dans les champs, imitent les saluts militaires, se cachent derrière des branches comme s'ils étaient dans les bois de Verdun. L'innocence se mêle à l'endoctrinement, sans que personne ne puisse vraiment dire où finit l'un et où commence l'autre. Car tout est lié. L'imaginaire, l'éducation, la mémoire. L'école, en temps de guerre, devient une fabrique de citoyens endurcis, de patriotes en germe,
de souvenirs prêts à être transmis. Et même après la paix, ces enfants porteront en eux les traces de ces leçons. Ils grandiront avec ces mots appris trop tôt, avec ces images trop lourdes, avec cette fidélité plantée comme une graine. Car ce que l'on apprend dans l'enfance ne disparaît jamais tout à fait, et les silences de ces salles de classe continueront de résonner bien après que les cloches auront cessé de sonner. Dans l'ombre des lignes imprimées, il y a ceux qu'on ne lit jamais, des phrases rayées, des lettres déchirées, des articles interdits. Ils ne font pas de bruit, ils ne s'imposent pas sur les murs, ils ne hurlent pas dans les discours officiels. Et pourtant, ils existent dans l'entre-deux des regards, dans les soupirs d'un soldat, dans les mains tremblantes d'un rédacteur qui hésite à publier. La censure pendant la Grande Guerre ne dit pas son nom. Elle agit, silencieuse, méticuleuse. Elle coupe, elle recouvre, elle classe. Elle prétend protéger. En vérité, elle façonne. Dès les premiers mois du conflit, l'État instaure un système rigide de surveillance des informations. Ce n'est pas une simple mesure administrative, c'est une stratégie de guerre. Il faut contrôler l'image que la nation a d'elle-même, et cette image ne doit jamais faiblir. Ainsi, les journaux doivent soumettre leurs articles au contrôle militaire. Chaque publication est filtrée. Les nouvelles du front sont expurgées de tout ce qui pourrait décourager. Les morts sont minimisés. Les défaites sont renommées. On parle de repli stratégique, de résistance héroïque, de contre-offensive en préparation, mais jamais d'échec, jamais de panique, jamais de doute. Les journalistes s'adaptent. Certains collaborent avec zèle, d'autres résistent en silence. Ils écrivent entre les lignes. Ils glissent des messages dans les métaphores, des vérités dans les silences. Le lecteur attentif saura peut-être les lire, mais la majorité ne voit que ce qu'on lui montre. La censure ne s'arrête pas à la presse, elle s'étend aux lettres des soldats. Chaque pli expédié du front est lu par un officier. Si les mots sont trop crus, trop désespérés, trop réels, la lettre est retenue ou modifiée. Les familles ne doivent pas savoir, ou plutôt, elles ne doivent pas savoir tout. Il faut qu'elles gardent la foi, qu'elles continuent à tricoter, à prier, à croire. Le soldat devient parfois un funambule entre deux vérités, ce qu'il vit, ce qu'il peut écrire. Il apprend à se taire sans se trahir, à raconter sans tout dire. Il évoque le froid, mais pas la peur. Il parle du bruit, mais pas de la terreur. Il invente des anecdotes, enjolive des détails. Parfois même, il ment, pour protéger ceux qui lisent, ou pour se protéger lui-même. Car écrire la vérité peut devenir un danger. Les lettres censurées, elles, finissent dans des archives, ou à la poubelle, ou nulle part. Des pensées perdues, des voix étouffées, des cris sans écho, et pourtant ces silences en disent long. Ils racontent une autre guerre, celle des âmes, celle de l'esprit qui vacille, celle de l'homme qui doute. À l'arrière, les voix dissidentes sont aussi surveillées. Les écrivains pacifistes, les intellectuels critiques, les citoyens sceptiques. Ils sont peu nombreux, mais leurs paroles dérangent. Elles troublent la surface lisse du récit officiel. Certains sont arrêtés, d'autres sont publiquement discrédités. On les accuse de saper le moral national, de faire le jeu de l'ennemi. La nuance devient suspecte, l'opinion devient trahison. Et pourtant, des mots s'échappent, des poèmes écrits dans la boue, des témoignages confiés à la nuit, des pages griffonnées dans un hôpital de fortune, des phrases lancées comme des bouteilles à la mer. La censure ne peut tout empêcher. Il reste toujours un soupir,
un regard, une main qui tremble, un mot écrit trop vite pour être effacé. Certains textes passent entre les mailles, des romans, des chansons, des dessins. Ils circulent discrètement, dans les tranchées, dans les gares, dans les cafés. Ils disent l'ennui, la fatigue, la peur. Ils parlent d'hommes, pas de héros, pas de légendes, juste des hommes. Et ces textes-là, souvent ignorés à l'époque, survivront parfois mieux que les discours officiels, car ils sont vrais. Ils ne cherchent pas à plaire, ils ne veulent pas convaincre, ils veulent simplement exister, témoigner, dire. Plus tard, quand la guerre sera finie, quand les canons seront rangés et les uniformes repliés, ces mots reviendront, ils remonteront à la surface, ils seront lus, analysés, publiés, ils deviendront l'autre mémoire, celle qui grince, celle qui pleure, celle qui ose dire que la gloire n'était pas toujours là, que le courage avait souvent peur, que la fraternité avait des limites, et cette mémoire-là, longtemps marginale, finira par s'imposer, car les mots censurés ne meurent jamais vraiment, ils dorment, ils patientent, et un jour ils reviennent, portés par une voix, par un livre, par une chanson. Ils reviennent pour rappeler que la guerre, ce n'est pas seulement ce que l'on montre, c'est aussi ce que l'on cache. Quand le silence revient, quand les cloches sonnent l'armistice, quand les rues se remplissent de drapeaux, de chants, de larmes mêlées de joie et d'absence, une autre guerre, plus discrète, continue son chemin, celle qui a lieu dans les esprits, celle qui s'est inscrite dans les cœurs, dans les gestes, dans les souvenirs, celle que les mots ont menée. Et cette guerre-là, personne ne l'a vraiment arrêtée, car les récits continuent, les discours s'enchaînent, les monuments s'élèvent, les livres d'école racontent, la mémoire officielle se construit, et tout ce que l'on a pensé, tout ce que l'on a cru, tout ce que l'on a tu, s'organise peu à peu dans une immense fresque collective. La propagande de guerre ne s'éteint pas avec la paix. Elle change de visage, elle se transforme en célébration, en commémoration, en mythe fondateur. Elle donne un sens à ce qui n'en avait pas toujours. Elle apaise ce qui fait mal. Elle enveloppe de mots ce que les corps ont perdu. Dans les mois qui suivent l'armistice, les journaux parlent de victoire, de reconstruction, de fierté nationale. Les affiches changent de ton, mais pas d'intention. On ne dit plus « tenez bon », on dit « n'oubliez jamais ». Les slogans de paix deviennent les miroirs des cris de guerre. Les écoles continuent à enseigner. Les enfants, devenus orphelins pour beaucoup, grandissent avec l'idée que leurs pères sont morts pour quelque chose, qu'ils n'ont pas souffert pour rien, que leur sacrifice est la racine de l'avenir. Et pour que cette idée survive, il faut des images, des mots, des cérémonies. On sculpte des monuments aux morts dans chaque village, chaque ville, chaque quartier, des colonnes de pierre, des noms gravés, des dates figées, et autour de ces pierres, chaque année on se réunit. On lit, on chante, on pleure, mais on ne questionne pas, pas encore. Les survivants, eux, se taisent souvent. Ils ne racontent pas ce qu'ils ont vu, ou alors par fragments. Ils savent que les mots, parfois, échouent, que certaines images ne peuvent être dites. Et ils voient, bien que l'histoire qu'on raconte à l'arrière ne ressemble pas toujours à celle qu'ils ont vécue, mais ils laissent faire, par fatigue, par pudeur, par nécessité. Ils portent leurs cicatrices comme des secrets, et les mots des autres viennent les recouvrir. Pendant ce temps, des écrivains, des artistes, des penseurs s'interrogent. Ils relisent les affiches, les journaux, les chansons. Ils se demandent comment tant de voix ont pu dire la même chose si longtemps, comment une société entière a pu croire, suivre, répéter, et surtout,
Il se demande que reste-t-il? Que reste-t-il de tous ces récits, de ces images criardes, de ces slogans répétés? Beaucoup ont disparu, d'autres dorment dans des archives, mais certains continuent, ils s'accrochent à la mémoire, ils influencent les décisions, ils nourrissent les peurs, les réflexes, les récits de demain. Car une propagande, même éteinte, laisse une empreinte. Elle façonne les représentations, elle modèle le regard. Et parfois, sans qu'on s'en rende compte, on répète encore ces mots, longtemps après la fin. Dans les rues de Paris, de Lyon, de Bordeaux, les murs ont changé, mais les fantômes demeurent. Une forme d'affiche effacée, une plaque oubliée, une chanson fredonnée sans en connaître l'origine. Tout cela témoigne, et dans les livres, dans les musées, dans les films, le récit continue d'évoluer. On redécouvre des lettres censurées, on relit des journaux oubliés, on publie des témoignages mis de côté. La vérité se recompose, elle devient plus complexe, plus humaine, moins héroïque peut-être, mais plus juste. Et c'est là que réside l'essentiel, dans cette capacité à revoir, à écouter, à comprendre que la guerre n'est jamais simple, qu'elle n'est jamais uniquement une histoire de victoire, qu'elle est aussi une histoire de silence, de manipulation, de croyance. Les mots de la propagande n'étaient pas toujours mensonges. Parfois, ils étaient simplement ce que les gens avaient besoin d'entendre. Pour tenir, pour survivre, pour ne pas s'effondrer. Et peut-être est-ce là leur pouvoir le plus grand, celui d'avoir accompagné, réconforté, maintenu, mais aussi parfois d'avoir masqué, détourné, aveuglé. La guerre des mots est celle qui dure le plus longtemps, car une image se déchire, une affiche se colle, puis se décroche. Mais une idée, un mot, un récit peuvent traverser les générations, se répéter, s'imposer. Et pour les entendre différemment, il faut une attention nouvelle, une écoute profonde, une volonté de regarder autrement, de questionner ce qui semblait acquis, de redonner leur place aux voix oubliées, car les histoires que l'on raconte ne sont jamais neutres. Elles tracent des chemins, elles dessinent le monde, et celle de la Grande Guerre, tissée de douleur et de silence, résonnent encore quelque part dans les pages que l'on tourne, dans les mémoires que l'on croise, comme un murmure qui persiste, discret mais vivant. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.